question que je me pose, c'est est-ce qu'on veut faire comme on a toujours fait quand aujourd'hui la technologie nous propose une autre manière d'aborder tout ça? On ne peut pas rejeter en bloc. On ne peut pas accepter en bloc. Et c'est ça la question, qui est une question de nos valeurs existentielles qu'il nous faut nous poser, de ce que l'on voudrait réellement ne pas perdre en termes de principes d'humanité, d'une certaine vision que l'on aurait de ce que c'est qu'être humain. Est-ce qu'être humain, c'est une donnée qui est acquise du seul fait qu'on soit dans une espèce animale qu'on appelle les hominidés, et donc être humain finalement serait donné dès le départ, ou est-ce qu'être humain, c'est agir avec humanité? Et de ce point de vue-là, notre humanité est une conquête permanente. On est en instance d'être humain. On ne doit jamais cesser de réfléchir à ce qu'est être humain. Agir avec humanité. Elsa Godard, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Vous avez un doctorat en philosophie et en psychologie, deux disciplines qui abordent l'humain et sa transformation, qui sont différentes et aussi complémentaires. Sommes-nous entrés dans une ère aujourd'hui où on a comme besoin de connaissances multidisciplinaires pour mieux comprendre notre monde hyperconnecté? Je pense que c'est absolument le cas. De toute façon, le développement technoscientifique du numérique, de l'IA ou aussi des robots humanoïdes, pour ne prendre que ces exemples-là, suppose ou pose en tout cas des questions et des problématiques extrêmement larges dans des domaines très différents. Et on pourrait dire qu'on a affaire à une révolution globale qui de fait suppose une réflexion collective et donc pluri- et transdisciplinaire. Ça me semble fondamental. On va en parler de cette société qui se transforme. On va peut-être commencer avec l'arrivée d'une des transformations qui a le plus impacté, on va dire, la population, qui sont les réseaux sociaux. L'arrivée de ces plateformes sociales qui ont bouleversé notre rapport à nous-mêmes, notre rapport également aux autres. Pourquoi l'image est devenue aussi centrale aujourd'hui dans notre monde virtuel? Alors, c'est une grande problématique puisque finalement les réseaux sociaux sont venus poser ce qu'on peut appeler aujourd'hui très généralement une identité numérique, par exemple sous la forme d'un avatar. Et donc effectivement, il est utile de rappeler que le numérique ou le virtuel n'existe que sous la forme d'une image. C'est une image, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et de ce point de vue-là, l'identité numérique, c'est une identité qui passe par l'image. Une image bien particulière parce que une image qui finalement ne se contente pas de montrer, qui aussi participe à ce que l'on est. Et cette image, au fur et à mesure des usages, maintenant ça fait au moins depuis 2008 qu'il y a eu vraiment des révolutions à ce sujet-là, au fur et à mesure de la construction de cette identité numérique, on va affaire à ce que j'aime appeler un sujet virtuel ou un sujet du numérique et qui pose problématique. Cela signifie que les technologies ne se contentent pas de transformer nos subjectivités, elles en créent. Et c'est à ce titre-là que finalement une grande partie de mes travaux s'adresse puisque j'œuvre à ce qu'on pourrait appeler une défense des subjectivités. À ce que c'est qu'un sujet, plus largement, pas seulement la question du moi, mais la question du sujet, qu'est-ce qu'un sujet, aussi bien dans l'interaction au monde que dans l'interaction sociale, l'interaction politique, l'interaction au corps, l'interaction à notre identité singulière, ce qu'on appelle classiquement en philosophie l'ipséité. Et c'est dans cette défense des subjectivités, qu'est-ce qui fait sujet et en quoi est-ce que le contemporain numérique peuvent transformer ces subjectivités jusqu'à en créer d'autres, que depuis, on va dire 2015, depuis mon livre sur le selfie notamment, je travaille à ce que j'ai appelé une métamorphose des subjectivités. Parlons-en de ce selfie, d'ailleurs, de ce livre qui est fort intéressant. Le selfie, donc, si on le traduit, c'est un autoportrait, donc une photographie de son visage. Je crois d'ailleurs qu'au Québec, vous avez une traduction très particulière, l'égo-portrait de mes mots. Oui, tout à fait. Donc, où vraiment on se met un petit peu en avant. C'est quelque chose qui est vu pour beaucoup de gens comme quelque chose de très narcissique, le selfie. Vous en avez étudié une autre facette, si je peux dire ça comme ça, avec une façon de communiquer en fait. Qui serait... Alors c'est vrai que ce travail remonte déjà à 2014-2015 et mon livre a été publié en janvier 2016. Je selfie donc je suis, les métamorphoses du moi à l'heure du virtuel. Déjà j'ai commencé à me poser la question de savoir en quoi est-ce que cette pratique qui n'a rien de commun ni d'évident, c'est-à-dire se prendre soi-même en photo avec un téléphone et de le destiner au regard des autres, en quoi est-ce que cette pratique et comment est-ce qu'elle a pu émerger et que dit-elle?
pour dire les choses très simplement. Alors très rapidement, en France, on était 4-5 peut-être à travailler sur cette question-là, très très peu. Et très rapidement, j'ai été amenée à désincruster la question du selfie de la problématique narcissique, finalement. C'est un terme qu'on emploie à tort et à travers et qu'on détourne aussi de sa fonction initiale, du point de vue psychanalytique en tout cas. Et j'ai préféré le terme égotique, hein, c'est-à-dire que le selfie peut avoir une démarche égotique, c'est-à-dire une représentation de soi, dans un souci de monstration. Mais c'est vraiment le restreindre, puisque j'ai été amenée à démontrer que le selfie est une sorte de néolangage. On peut reprendre ce sont des images qui nous permettent de communiquer, et c'est un néolangage dans le sens où désormais on communique davantage par image que par des mots. D'ailleurs, je m'étais amusée de constater à l'époque, je crois que c'était lors de la sortie de l'iPhone 6 ou 7, c'est le moment où précisément les mots étaient changés en émoticônes. Et ça révèle en tout cas une rupture dans notre rapport à l'expression. Parce que ces images ne se contentent pas d'être des images, hein. C'est Godard qui disait c'est pas juste une image, c'est une image juste. Enfin. Et donc c'est pas simplement ça, c'est-à-dire qu'on arrive à des images qui sont dans un registre d'éphémérité. Ce sont des images instantanées et qui ne sont pas amenées à durer. Et on peut pas forcer d'admettre qu'on ne se contente pas de regarder un selfie comme quand on regarde une œuvre d'art, par exemple. Le temps est totalement différent. Et moi, j'ai théorisé ça sur ce que j'ai appelé l'avènement de l'ère de l'eidolon, pour reprendre un terme grec, eidolon, qu'on retrouve en grec, qui peut traduire le simulacre, l'apparence des images simulacres. Et moi, j'en fais l'ère de l'eidolon, l'ère des images éphémères, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand l'image est devenue un langage. Et ce que je trouve aussi puissant dans ce que vous dites, c'est le rapport à l'autre, parce que le selfie, c'est aussi, oui, c'est une forme de communication pour soi, donc de s'exprimer, mais c'est aussi le regard que l'autre va porter sur nous. Bien sûr. Une des grandes questions que je m'étais posée et qui était difficile de trouver une réponse, c'est à qui s'adresse le selfie quand on sait qu'il est littéralement noyé dans la masse des regards, ou des vues, devrais-je dire, des viewers aujourd'hui, que constitue Internet. Il n'y a pas une adresse précise. Il est juste, ce que l'on sait, c'est qu'il est vu. Et alors c'est très intéressant parce que d'un point de vue existentialiste, on retrouve toute l'approche du regard chez Sartre, par exemple, entre être et être vu. Finalement, j'existe parce que je suis vue. Et il y a cette problématique-là qui est très importante. Et j'aimais à rappeler d'ailleurs que finalement, quand je poste quelque chose, la lumière de l'altérité des réseaux sociaux est toujours allumée, quel que soit le moment, le jour ou la nuit. Et il y a confirmation, parce que c'est vu, de la présence de l'autre, du lien à l'autre. Et donc finalement, c'est moi, à l'adresse de quelqu'un en particulier, que jeter au regard d'une altérité qui viendrait me confirmer dans ma propre existence. J'existe parce que je suis vue. Et ce regard confirmé me confirme à moi-même ma propre existence. Et ça, c'était une nouvelle manière de rentrer dans ce qu'on appelle classiquement en philosophie l'intersubjectivité et la nécessité de se savoir vivant par le lien à l'autre. Oui, parce que je suis vue, puis aujourd'hui, parce que je suis likée, parce que alors il y a eu toute la problématique des likes, avec la réflexion sur l'absence de dislike, et donc ça, c'est une culture très positive. Et puis alors il y a eu toute une montée en puissance, c'était très intéressant parce que comme j'inscris mes réflexions dans le cadre d'un contexte sociologique qu'on peut qualifier d'hypermodernité, avec le terme hyper en grec qui renvoie à la notion d'hubris, de démesure, d'excès ou d'excès de soi, d'orgueil, de vanité aussi, c'est un terme qui m'est cher. Et donc dans cette montée en puissance de l'hyper, du toujours plus, de l'intensité, on a quitté les j'aime pour aller jusqu'au j'adore, notamment sur Facebook. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on voit qu'on en veut toujours plus. Et cette montée de l'intensité est d'autant plus représentatrice de la société contemporaine. Puis j'ai particulièrement aimé votre livre, on va en parler, puis même des petites surprises qui vont être partagées sur ce podcast. Vous avez aussi étudié cette soif de visibilité numérique, puisque la photo mène aussi à une espèce de course à la notoriété, de course à réussir, de course in fine à la reconnaissance. Alors, j'ai fait tout un parcours depuis, ça fait plus de 10 ans maintenant, j'ai fait tout un parcours non seulement
pour comprendre le contexte sociologique dans lequel s'inscrivait ce nouvel ethos, ce nouveau comportement qu'est le selfie, ce qu'il pouvait traduire et dire de notre société contemporaine, avec deux grands changements de paradigme. Si à l'époque des Grecs, par exemple, nos paradigmes pouvaient être l'importance de la raison avec l'avènement du logos, on voit qu'avec le culte de ces images éphémères, de ce néo-langage, on a affaire à un autre rapport qui est celui de l'affect. Il y a effectivement aujourd'hui les images, ces images-là constituent un socle d'affect sur lequel finalement on peut avoir toute une manière de manipuler ou d'orienter une population. Ça, on y reviendra peut-être. Donc, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu économique, et le selfie est aussi un enjeu politique et économique. Donc, voilà, ces deux changements de paradigme. Le deuxième étant un nouveau rapport au temps et à l'espace, où on a affaire désormais à ce que j'aime appeler l'ère de l'hic et nunc, en latin, de l'ici et du maintenant, l'avènement de l'instantanéisme. Or, quand vous avez un rapport à l'existence où on n'a plus une représentation du temps en 3 dimensions, ni de l'espace en 3 dimensions, mais qu'on est au contraire dans un ici et un maintenant, finalement, quand le rapport à l'espace et au temps se plie pour être dans l'ici et le maintenant, le tout de suite, le toujours plus vite, ça crée finalement une culture de l'urgence, de l'impatience, de l'intolérance à la frustration, de l'immédiateté, et donc finalement une quête de jouissance toujours plus grande. Et fort de ces deux constats que j'avais posés dans le selfie, j'ai mis en place, c'est un texte qui a été publié 2 ans plus tard, une psychopathologie de la vie hyper et cybermoderne, que je ne cesse d'agrémenter depuis, avec 6 grands champs nosographiques, et qui pose la question de savoir, finalement, toute société engendre ses propres symptômes. Qu'est-ce qui, dans le contemporain, engendre qu'est-ce que le contemporain engendre comme symptôme aujourd'hui? Et j'ai proposé ce nouveau champ clinique, cette nouvelle possibilité de penser le contemporain avec ses malaises, et notamment, alors je parlais du rapport au temps, mais un nouveau regard sur l'angoisse, une nouvelle manière. Alors il y a plusieurs champs, hein. Il y a les pathologies du lien, les pathologies du moi, les pathologies du regard, les pathologies de l'angoisse, les pathologies du vide, on va évoquer là maintenant sur la question de la reconnaissance, et les pathologies du lien. Voilà, et avec une quantité de syndromes émergents comme, nomophobia, les hikikomori, les pathologies du vide que je vais détailler un peu plus ici, le sexe vide, le vide virtuel, toutes les problématiques comme le ghosting, Freud au pays de YouPorn. Je me suis amusée aussi à parler du rapport à la sexualité, qui est un rapport très important à la subjectivité, en m'inscrivant dans la lignée de Foucault. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce gros travail-là pour essayer de voir les conséquences de ce que j'avais mis en place, et en termes de malaise et de souffrance psychique et de mal-être existentiel. Et puis donc il y a eu ensuite évidemment tout un travail sur la culpabilisation sociale, un travail sur les vies vides que vous évoquez et sur lequel je vais revenir, et puis un travail qui va être publié là dans un mois sur la politico-anxiété. Oh, voilà, c'est bien quand on parle de ça, la politique de l'angoisse. Et puis alors juste pour terminer, comme ça vous allez avoir une synthèse de mon travail. Sur ces 10 années, j'ai conclu là récemment sur comment vivre avec tout ça. Et j'ai proposé de mettre en place, alors j'ai créé un institut de recherche en éthique du sujet numérique, et j'ai proposé de mettre en place une éthique du sujet numérique qui est complémentaire des éthiques de l'IA ou du numérique, mais qui a pour vocation de défendre nos subjectivités. Et voilà, et finalement, et qui invite à réfléchir sur ce que peut être un droit pour les générations futures. Et dans ce texte, je cherche à répondre à cette question, la nécessité de refonder une utopie sociale, d'avoir un horizon, une vision. Et je tente de répondre à cette question: dans quel monde voulons-nous vivre, et pour quelle humanité? Il nous faut avoir une vision là-dessus. Et juste pour terminer sur cette question-là, d'un point de vue méthodologique, mon éthique des faire des autres, parce que déjà, elle s'intéresse
à un vide éthique là où il n'y a rien aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, les applis. On peut dire que malheureusement nous sommes les cobayes de ces innovations. Complètement. C'est balancé sur le marché et on sait très bien qu'une fois que les usages sont là, on ne peut pas faire machine arrière, donc il n'y a pas d'encadrement. Et on sait à quel point ça peut modifier notre rapport à soi. On pense aux adolescents, par exemple, notre rapport au monde, notre rapport politique, enfin bref, Cambridge Analytica, il y a beaucoup de précédents sur le sujet. Et donc, moi, ma grande démarche d'un point de vue méthodologique qui est différente de ce qui existe, c'est que je ne pars pas de l'objet technique comme une potentielle menace, mais je pars de ce qu'est le sujet. Et je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut garder du sujet, quels sont les principes d'humanité qu'on veut défendre, et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ces principes-là soient transmis à nos enfants, pour les générations futures. Et c'est ça, c'est la parution de ce livre qui est très important parce que c'est à la fois un livre d'engagement. Je vais même jusqu'à publier, en guise de boussole éthique, une déclaration universelle des droits et des devoirs du citoyen numérique, qui soit on vraiment en a grandement besoin, une orientation. Et puis en même temps, c'est un manuel pour tous les gens qui voudraient créer des comités d'éthique et donc des réflexions dans les organisations, dans les entreprises, dans les institutions, créer des groupes de réflexion éthique avec des problématiques qui se poseraient à eux et donc créer des comités d'éthique du sujet du numérique. Et donc il y a à la fois des exemples et en même temps une méthodologie. Donc c'est à la fois un guide et en même temps un ouvrage très engagé sur cette question-là et qui finalement vient clore toutes les problématiques que j'avais pu mettre au jour dans le selfie, dans le livre sur le selfie en 2016. Alors sur la question, j'ai pas répondu à votre question sur la reconnaissance. Ça m'a amené tellement d'autres questions, mais peut-être on va essayer de se concentrer dans un premier temps sur la reconnaissance parce que tous les points que vous avez énoncés, et je trouve très important que vous précisiez que l'enjeu du numérique n'est pas forcément l'enjeu de la technologie, mais que c'est un enjeu qui est relié en fait à notre façon de fonctionner en tant que société puis en tant qu'individu. Donc si on revenait un petit peu en arrière pour essayer de peut-être détailler certaines des portions que vous venez de nous présenter, notamment sur les hypothèses que vous avez développées par rapport à toute cette course à la reconnaissance, à ce besoin presque viscéral que certaines personnes ont d'exister, mais exister en ligne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, évidemment, toujours soucieuse d'analyser ce tableau nosographique que j'ai mis en place sur les malaises contemporains. Donc, j'ai à peu près 6 grands champs cliniques, et parmi lesquels se trouvent les pathologies du vide. Oui. Et j'avais travaillé sur notamment les comportements ordaliques. Alors les comportements, ce qu'on appelle les comportements ordaliques en psychologie, ce sont des comportements où on flirte avec la mort pour se sentir toujours plus vivant de l'intérieur. Et donc il y a une montée en puissance de l'intensité et de la dangerosité. On peut prendre des exemples, par exemple, on peut prendre des exemples de sports qui sont très dangereux. Ou alors, par exemple, des comportements qu'on retrouve chez les jeunes adultes, tels que le binge drinking, l'alcoolisation à très haute dose et très rapidement, dans une culture de la défonce. Et on retrouve dans les comportements ordaliques, on le retrouve au travail aussi, je m'éclate au boulot, un vocabulaire qui est proche de celui de la toxicomanie, et donc du champ addictif. Et donc, je me suis intéressée sur la question du vide, à proprement parler, dans un texte qui s'appelle « Les vies vides. Notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier ». Et dans ce texte, je me suis amusée à distinguer 2 termes à partir d'un extrait des Châtiments de Victor Hugo, où Victor Hugo va distinguer le fait d'exister, le fait de vivre. Et il va montrer en quoi, alors c'est un parti pris, il va montrer en quoi la vie au sens biologique du terme, le bios en grec, c'est le vivant. C'est ce contre quoi c'est ce qu'on ne peut pas éviter en fait, c'est ce qu'on ne peut pas occulter. C'est la maladie qui nous rappelle que le corps est vivant et donc périssable. Ce sont les grands drames de la vie, la perte d'un proche qui nous rappelle que la vie est éphémère. C'est cette traversée du vivant à travers le terme de vie que j'ai voulu préserver, en parallèle de ce que serait l'existence, et donc des existences construites, façonnées, qui n'auraient pas du tout la même finalité, le même but que la vie elle-même. La vie veut elle-même sa propre préservation, pourrait-on dire. La vie se maintient au contact avec la matérialité. Quand on tombe malade, ce n'est pas en virtualité que ça se joue ou que ça se soigne. Et la matière, comme le corps, c'est ce qui est absent du champ virtuel.
Alors que les existences sont ce qu'on peut construire, ce que l'on peut façonner à notre guise. On peut avoir n'importe quelle existence dans le champ de la virtualité et en composant en cela notre idéal du moi, en s'amusant à être parfaitement qui on voudrait être, sous quelle forme, peu importe, sans aucun effort. Et donc je distingue ces vies artificielles, aux bonheurs artificiels ou paradis artificiels que nous promettraient les usages du numérique, être ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, toujours jeune, toujours en forme, avec des vies pleinement réussies, qui est aussi un certain diktat qui est véhiculé dans les réseaux sociaux. Eh bien, je l'ai opposé à la matérialité de la vie elle-même et finalement avec laquelle on ne peut pas tricher. Alors, s'est posé évidemment la question du pourquoi. Pourquoi a-t-on besoin de composer des existences factices, de se replier dans des existences factices, de jouer sa vie sur une autre scène que l'on maîtrise, dont on maîtrise l'image? Eh bien, je me suis évidemment rendu compte qu'il y avait plusieurs enjeux. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, le fait de plaire, donc d'être aimé, qui est un enjeu humain terrible. Il y avait un autre enjeu qui est celui de la reconnaissance. Besoin d'exister à tout prix pour finalement remporter non pas ce que le philosophe allemand Axel Honneth appelle la lutte pour la reconnaissance, qui est structurant et fondamental pour toute société, mais ce que j'appelle la course à la reconnaissance. Quand la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honneth permet de fonder la vie en communauté, la reconnaissance des droits syndicaux par exemple, la reconnaissance pour la lutte pour le féminisme par exemple, ça fonde une société. La lutte pour la reconnaissance telle qu'on peut la connaître sur les réseaux sociaux. Et c'est là où je fais vraiment une distinction. Cette course-là, le but d'une course, c'est d'arriver le premier. Et donc, c'est d'éliminer les autres. Là où la lutte fait société, fait lien, la course élimine l'autre, élimine le lien. Et le but, c'est d'être le premier, d'arriver seul. Donc, là où c'est un champ créateur sur la lutte, c'est un champ destructeur sur la course pour la reconnaissance. Alors, évidemment, la figure emblématique de la lutte pour la reconnaissance, notamment dans le champ de la virtualité et les réseaux sociaux, ce sont, et qui sont d'ailleurs le chantre de la culture du vide, ce sont les influenceurs. Et donc, je me suis amusée aussi à mettre en parallèle ces grandes luttes pour la vie, pour la survie, jusqu'au sacrifice de sa propre vie personnelle, c'est ça, de son intégrité physique, aussi, sa santé, voilà, au nom des grandes luttes de l'histoire sociale notamment, en parallèle de cette culture du vide prônée et ces existences factices, illusoires, faites de vraisemblances, prônées par les youtubeurs, les influenceurs, finalement qui ne travaillent que pour leur pomme et leur ego. Et où ça devient aussi un business et un commerce. On est vraiment dans un capitalisme technologique très fort et auquel on participe malgré nous de toute façon. Vous mentionnez cette peur de l'invisibilité, comme aussi une angoisse vis-à-vis de la mort, ce que vous mentionnez. Est-ce que... La peur de l'insignifiance dont parlait Carlos Rangel, c'était un philosophe israélien, je crois qu'il en parlait en 2011, Carlos Rangel. Donc la peur de l'insignifiance, la peur de n'être rien, le besoin d'être quelque chose. Il faut faire attention à cette notion-là, parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, le regard de l'autre me confirme dans ma propre existence. On en a besoin. Et ça, c'est la notion, on va dire, phénoménologique, existentielle de la reconnaissance, telle que Paul Ricoeur, que j'ai eu la chance de bien connaître, telle que Paul Ricoeur, par exemple, a développée. Donc c'est au creuset même de l'intersubjectivité. On a besoin d'exister à travers le regard de l'autre et que l'autre me confirme dans cette existence. Par exemple, Robinson Crusoe a besoin d'inventer vendredi qu'il existe ou pas, sinon il devient fou. Sans le regard de l'autre, sans la parole de l'autre qui me confirme en tant que sujet, je peux douter du fait de ma propre existence. Donc effectivement, cette question de la reconnaissance, elle est fondamentale, elle est structurante, elle est ontologique dans la question du sujet. Mais là où ça devient un problème, c'est quand elle est détournée de sa fonction structurante pour devenir un enjeu, un business. Et c'est là où effectivement ça pose problème. Aujourd'hui, tout ce qui est antidépresseur, c'est presque normalisé, n'est-ce pas? Il y a le rapport à la technologie, mais il y a également le rapport à notre place dans nos rôles professionnels aussi. Et puis dans la société, exactement, avec les valeurs sociales. Moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup sur le terrain par rapport à cette espèce de pression que certaines personnes ont
en fait, ont l'impression d'être piégés dans ce système, de ne pas savoir comment s'en sortir. C'était un petit peu une autre de vos hypothèses, se réussir à n'importe quel prix. Est-ce qu'on peut en sortir? Comment on peut en sortir de cette pression qui est sociale, familière, financière? Oui. Alors, vous faites référence à l'ensemble des injonctions tout à fait. Imposées par notre société, et vous avez raison de l'évoquer, parce que on voit bien que je ne fais jamais la distinction de la pure révolution technoscientifique que représente le numérique du contexte dans lequel elle s'inscrit. Et le contexte social et idéologique dans lequel s'inscrit cette révolution est un contexte, pour la grande majorité capitaliste, avec des valeurs sociales propres à ce que, et là où je m'inscris aussi dans le registre des travaux des sociologues, de l'hypermodernité. Et avec cette idéologie-là, on a affaire à des valeurs comme par exemple les injonctions que vous évoquez, des injonctions au bonheur qu'on retrouvait déjà dans la postmodernité, des injonctions à la réussite, des injonctions à l'apparence physique, il faut vieillir mais tout en restant jeune. Nous les femmes, nous pâtissons de ces injonctions de manière encore plus violente. Et vous avez raison de les évoquer, parce que cette course à la réussite, cette course à l'apparence, toujours bien au-delà du virtuel, dans le champ professionnel, comme vous le disiez aussi, ce sont des réalités qui comptent toujours énormément et pour lesquelles on a beaucoup de mal à en sortir. Et moi, j'ai travaillé sur alors, outre la question de la culpabilisation sociale, qui viendrait nous aliéner d'autant plus. Peut-être qu'on pourra s'attarder sur cette question un peu plus tard. Mais il y a un autre champ, et beaucoup plus récent, sur lequel je me suis attaquée, puisque je suis directement concernée. Ce sont les injonctions qui sont imposées à la condition maternelle, c'est-à-dire aux mères, et qui aujourd'hui, alors vous avez aux États-Unis les Motherhood Studies, en France on n'a pas tout à fait l'équivalent, et finalement j'ai mis en place ce qu'on pourrait appeler sous la forme d'un terme, d'un néologisme que j'ai créé, j'ai appelé ça le maternisme, un féminisme de la condition maternelle, voilà. Et vous voyez, je m'inscris vraiment dans le champ existentialiste. J'ai voulu faire une sorte de deuxième sexe de la maternité, dans un livre qui est sorti en avril et qui s'appelle « Enfanter une étoile qui danse, phénoménologie du chaos quotidien », où je dénonce toutes ces injonctions, ces fardeaux, ces poids qui pèsent sur nos épaules, quand on est une femme, qu'on a décidé d'être mère, et pire encore, quand on a décidé d'être mère et qu'on élève nos enfants tout seul. Et c'est très intéressant ce que vous évoquez, parce que ce combat-là que je mène, vous voyez, s'inscrit de manière très globale dans ce que je fais depuis 25 ans maintenant, qu'on pourrait appeler la défense des subjectivités, le sujet pathologique, le sujet numérique, le sujet politique et le sujet maternel. Et donc je défends dans le champ social tout ce qui peut être de l'ordre des injonctions, des discours qui viendraient s'attaquer au sujet. S'attaquer au sujet, ça veut dire que finalement, quelles seraient les caractéristiques d'un sujet? Qu'est-ce qui fait un sujet par rapport à ce qui s'oppose au sujet, c'est-à-dire un objet? Un sujet que vous désubjectivisez, à qui vous enlevez les critères de subjectivité, devient un objet. Donc un objet manipulable. Qu'est-ce qui fait un sujet? Alors, sans reprendre toutes les caractéristiques, mais ça me permettra de voir un peu ce que je défends aussi de manière presque viscérale. Un sujet, c'est celui doté d'une identité singulière. Nous sommes tous uniques, la fameuse ipséité que je citais tout à l'heure. Un sujet est doté de conscience, d'inconscient. L'inconscience suppose à la fois une conscience morale, mais aussi une conscience du temps, c'est-à-dire qui porte en lui l'exigence d'une finalité. Non seulement nous sommes mortels, mais en plus nous le savons, ce qui oriente notre condition humaine. Un sujet est un sujet de désir, capable donc de choix et donc doté d'un libre arbitre. Un sujet est un corps, pour reprendre le fameux mot de Merleau-Ponty, je n'ai pas un corps, je suis un corps. Le corps n'est pas un objet extérieur à moi, il me définit en propre, avec tout ce que cela suppose, la sexualité, les sentiments, les affects, etc. Un sujet est toujours un sujet politique inscrit dans le monde, et un sujet est toujours un sujet de relation, c'est-à-dire qu'on ne vit pas sans le lien avec l'autre, avec le monde.
Voilà, donc là, vous avez quelques caractéristiques, sans être exhaustive, sur ce qu'est, je reprends dans ce livre d'ailleurs, sur ce qu'est un sujet. Et aujourd'hui, on peut voir que l'ensemble des valeurs sociales, des injonctions, des discours, des politiques, de l'idéologie technologique, technologique et capitaliste, visent à réduire, à appauvrir, à désubjectiviser ces critères. Ça passe par quoi ? Finalement, le sujet devient invisible, comme la mère, qui n'a pas une parole politique, qui n'est pas reconnue dans le champ social. On lui enlève la parole. Un sujet réduit au silence, ça devient un objet. Oui. Il n'est plus visible, il ne peut plus se révolter, il ne peut plus revendiquer. Il est soumis, aliéné. C'est la perte du libre arbitre. C'est l'impossibilité de pouvoir se révolter, se défendre. C'est l'impossibilité de dire « je ». Donc c'est une négation petit à petit qui a quel intérêt ? C'est toujours plus facile de gouverner des moutons, des objets, que des gens libres qui pensent et qui affirment une singularité. Et là, vous avez à travers ce combat-là un descriptif de tous les grands enjeux qui finalement nous menacent, de tous les grands enjeux contemporains qui menacent à la fois ce qu'est un sujet et ce que nous sommes en tant que sujet humain. C'est ça mon combat. Et les mères en sont emblématiques. Vous parlez dans un de vos livres d'ailleurs de ce que vous appelez la politique show. Oui, bien sûr, la politique show. Je vais faire un lien avec, c'est ça ce que vous êtes en train de mentionner, où ce serait comme l'image prône par rapport au discours, mais c'est quelque chose aussi qui est peut-être un lien avec nous en tant qu'humains aussi, parce que on embarque, on va dire, dans cette espèce de selfie qui va nous inviter à voter pour un candidat au lieu du discours. Est-ce que cette légèreté politique, ça révèle pas aussi, de manière, on va dire, plus globale, un certain détachement de la profondeur, du sérieux? Est-ce que... je me souviens d'un texte de Jacques Ellul qui s'appelait de mémoire « La parole humiliée », si je ne m'abuse. Il avait déjà dénoncé l'importance de la communication dans le champ politique. Et il est évident que les nouvelles technologies de l'information, c'est aussi comme ça qu'elles se nomment, ont pour vocation de manipuler, comme ça a souvent été le cas. On se souvient aussi de Propaganda d'Édouard Bernays, le neveu de Freud, ce texte qui a été emblématique sur la question. Donc effectivement, il y a une manipulation. Je citais le cas, je crois que c'est 2018, de Cambridge Analytica et des fakes de Trump. Enfin voilà. Et donc effectivement, il y a une manipulation de la population idéologique qui passe par ces discours, et je les mets au pluriel, sur les réseaux sociaux et aussi par l'image. Et ça revient à donner une illustration, ce que vous dites sur la politique show, ça revient à donner une illustration de ce que j'évoque sous le terme plus générique de l'avènement de l'ère de l'eidolon. Des images éphémères et simulacres de vraisemblance qui finalement sont venus prendre le pas sur des écrits, des textes qui demandent un temps plus long de réflexion, d'analyse, de jugement critique. Là, on reste dans le fameux divertissement, cette société du spectacle dénoncée Guy Debord. On est dans le divertissement, dans la conviction, même plus par la rhétorique, mais par une politique des affects, qui passe par l'image. Complètement. L'image, en fait, remplace les discours longs et ça évoque aussi... Et les arguments, surtout. Exactement, ce que j'allais dire, c'est qu'on a comme une allergie à l'effort parce que ça demande un effort intellectuel que de c'est pas tant qu'il y a une allergie à l'effort que le fait qu'on nous propose autre chose, c'est-à-dire une autre manière d'exister, et là on retrouve les vivides, une autre manière d'exister sans effort est possible, avec... quelque chose qui serait de l'ordre d'une satisfaction, d'une jouissance, mais certes moins évidente que dans le champ de la réalité, mais qui donnerait suffisamment de satisfaction, qui duperait suffisamment le cerveau pour qu'on puisse y aller. Et donc effectivement, certes, ça n'a pas le goût de l'autre. On s'en rapproche, ça rapporte une certaine satisfaction, mais le rapport entre effort et satisfaction est tellement intéressant. Finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ne pas y céder. Ça, c'est une question que j'avais posée, que je reprends aussi dans ce livre sur l'éthique des générations futures, le droit des gens virtuels. C'est finalement les exemples sur la digiromance, sur les amours numériques. Finalement, on a une simulation de la relation,
avec beaucoup de satisfaction, jusqu'à des applis qui viennent vous appeler alors que vous êtes avec vos amis, votre vie sociale, en vous tenant un discours très séduisant. Alors, mon chéri, as-tu passé une bonne journée? Comment c'était? Tu me manques. Vous programmez tout ça. Vous avez réellement le sentiment que quelqu'un pense à vous, à tel point que vous en oubliez. La vraisemblance est telle que vous en oubliez presque que c'est virtuel, que rien n'existe. Et finalement, c'est ce fantasme-là dupe suffisamment pour que finalement, on ait envie d'y aller, puisqu'il n'y a pas de risque. Vous ne prenez pas le risque d'être trahi, d'être quitté, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être ghosté. Donc effectivement, on peut trouver un équilibre satisfaisant. Et ça interroge et ça inquiète, parce que ça modifie radicalement notre manière d'être humain et d'être au monde, et le lien avec l'autre. Oui, parce que c'est l'amour. L'amour est quand même au centre de notre Allons-nous humanité. à nouveau prendre le risque d'oser aimer, d'oser prendre le risque d'une relation de chair et d'os, avec tout ce que ça suppose, comme douleur humaine. Ça, c'est tout l'enjeu des vies vides. Puis, pour vous, le fait qu'on s'éloigne de plus en plus de cet amour des autres, au final, Alors, cet amour de c'est soi... pas qu'on s'éloigne, c'est que c'est une possibilité qui nous est offerte. Moi, je suis absolument pas pessimiste. Je pense qu'on aura toujours envie de faire l'amour, de toucher, d'avoir le goût de la sueur, le goût de... que sais-je encore. Mais ça pose un questionnement radicalement philosophique et éthique. Finalement, le rapport à la souffrance et à la douleur, qui est un rapport de vie, quand on peut nous proposer une autre manière d'exister sur une autre scène en nous protégeant de tout ça, pourquoi voudrions-nous y aller, nous confronter à cette douleur, quand on pourrait s'épargner? C'est là. Et ça, c'est un argument où c'est une question où j'ai pas forcément d'argument rationnel totalement contraire. Par exemple, quand mon fils me dit « Maman, pourquoi tu veux que j'apprenne à écrire à la main, que j'apprenne mes tables de multiplication quand la machine, j'ai plus qu'à dicter alors la calculatrice, ça fait longtemps qu'elle existe, merci Pascal, mais on a aujourd'hui bien plus que cela en termes d'IA, de ChatGPT. Pourquoi vouloir faire cet effort-là? Parce que maman, je n'en ai pas besoin, je n'en aurais pas besoin. Je peux pas lui opposer un argument ferme, en disant que dans l'avenir, il en aura réellement besoin. Néanmoins, lui dire que ça façonne une certaine structuration psychique, ça donne un certain temps de réflexion qui est inévitable dans la manière dont il va se construire en tant que sujet humain. Ça, c'est un argument qu'il ne peut pas entendre à 10 ans, 12 ans, 14 ans, que nous, on sait par expérience. Mais après tout, peut-être que l'avenir me détrompera. Peut-être que l'avenir me montrera que ça ne sert vraiment plus à rien d'apprendre des tables de multiplication, qu'on peut tout à fait vivre sans, pourquoi pas? Et c'est ça, ces questions-là, la manière dont on veut vivre une histoire d'amour, la manière de quelle manière veut-on apprendre, comment, pourquoi apprendre, la manière dont la manière qu'on veut d'aborder le monde, le champ de la connaissance, le champ de la relation, le champ du travail, le champ du politique, le champ de l'éthique, le champ des valeurs morales, le champ de la lecture. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on veut faire comme on a toujours fait, quand aujourd'hui la technologie nous propose une autre manière d'aborder tout ça? On ne peut pas rejeter en bloc. On ne peut pas accepter en bloc. Et c'est ça la question, qui est une question de nos valeurs existentielles qu'il nous faut nous poser. Et c'est ça que je reprends de manière forte, sans créer une certaine utopie sociale, de ce que l'on voudrait réellement ne pas perdre en termes de principe d'humanité, d'une certaine vision que l'on aurait de ce que c'est qu'être humain. Est-ce qu'être humain, c'est une donnée qui est acquise du seul fait qu'on soit dans une espèce animale qu'on appelle les hominidés, et donc être humain finalement serait donné dès le départ, ou est-ce qu'être humain, c'est agir avec humanité? Et de ce point de vue-là, notre humanité est une conquête permanente. On est en instance d'être humain. On ne doit jamais cesser de réfléchir à ce qu'est être humain, agir avec humanité. Et c'est cette réflexion-là que je pense est fondamentale aujourd'hui. Dans quel monde voulons-nous vivre et pour quelle humanité, qui est une réflexion qui suppose un dialogue pluri- et transdisciplinaire, que l'on doit tous mener ensemble en fonction des différents regards culturels, des différents regards historiques, des différentes disciplines. Et c'est cette réflexion-là qu'on doit fonder pour savoir ce que l'on veut transmettre ou pas à nos enfants. Parce qu'en l'état actuel, tout est affreusement confus.
On légifère, on réfléchit, on disserte, parfois dans le meilleur des cas, sur des problématiques qui n'ont rien à voir. Les éthiques du numérique aujourd'hui s'intéressent aussi bien au champ, aux implications démocratiques, que à la question, je sais pas moi, de la propriété intellectuelle, du droit à l'image. Ce sont des registres qui sont très variés. Moi, je pense qu'il faudrait des éthiques du numérique, dans laquelle s'inscrit une éthique du sujet numérique, qui s'intéresse strictement aux enjeux existentiels. C'est ça, moi, que j'ai fondé. C'est ce registre-là, qui n'entre pas en contradiction avec ce qui existe déjà, mais qui est en lien, mais qui part d'une question philosophique fondamentale. Je ne peux même pas imaginer qu'aujourd'hui, nombre d'éthiques du numérique ou de l'IA soient faites sans philosophe. Ah, ça, je vous rejoins complètement. Et d'ailleurs, c'était une des questions que j'avais gardées en réserve pour vous. Cette philosophie, pour moi aussi, je pense qu'elle est centrale, de questionner, de remettre en question toute la transformation qu'on est en train de vivre. Et elle est immense parce que aujourd'hui, on a des transhumanistes dans la Silicon Valley qui pensent que le premier humain qui va vivre 1000 ans est déjà sur Terre. Donc, on est dans ce genre de transformation civilisationnelle-là. Et est-ce que notre société place la philosophie comme elle devrait la placer aujourd'hui, dans l'éducation, dans... Je pense que la philosophie n'a peut-être jamais eu autant... alors, à l'époque du XXe siècle, hein, elle avait un grand enjeu social. Oui. On a, je pense à Sartre, Deleuze, Foucault en France, on a une quantité de Derrida, on a une quantité d'auteurs qui sont venus, Lévinas, Ricoeur, ils sont venus s'engager, Yankelevitch, il faut que je les cite, qui sont venus s'engager dans la cité pour pouvoir vraiment révolutionner le monde. Il est vrai que depuis Socrate, l'acte inaugural, on peut dire qu'il y a une volonté, la philosophie a une volonté, a un devoir presque vis-à-vis du monde de tenter d'améliorer les choses. La grande image, métaphore de Platon, du philosophe qui sort de la caverne pour prendre conscience de la réalité intelligible et qui fait l'effort de ne pas se contenter de vivre dans ce niveau-là de réalité, mais de redescendre dans la caverne pour libérer les prisonniers de leur ignorance et les rendre plus libres, en somme. Mais on connaît le sort tragique, hein, il est battu à mort, à l'image de Socrate. Mais il y a cette vocation de redescendre dans l'arène du monde et de faire jour, faire lumière au sens littéral, de rendre les gens, de les doter avec une autre forme de connaissance et de les rendre plus libres. Moi, j'ai gardé cet engagement philosophique-là de manière très, très viscérale, d'où mon engagement pour la défense de subjectivité. C'est tout mon combat depuis 25 ans maintenant, que ce soit avec mes étudiants, mes auditeurs, quels que soient mes lieux de conférence ou d'intervention, par écrit ou à l'oral. Et bien, je pense qu'on a vraiment le devoir de défendre cette possibilité-là de réflexion et de pensée, bien qu'elle soit totalement libre, gratuite, qu'elle donne pas une satisfaction immédiate, qu'elle soit laborieuse, qu'elle suppose un énorme effort, et dont on n'a pas la satisfaction, en tout cas tout de suite. Alors, pour répondre à votre question, dans le champ social, on la retrouve de plus en plus, que ce soit à l'école depuis la maternelle. Moi, j'ai enseigné des années, j'ai fait de la philosophie pour la maternelle pour mes enfants pendant des années, presque 10 ans d'ailleurs avec les deux. Elle est aussi beaucoup dans les entreprises. Peut-être qu'elle n'est pas assez présente dans les institutions en revanche, et dans les institutions politiques, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est un gros problème aussi, parce bien qu'il y a beaucoup de choses. Exactement. Bien sûr. Exactement. On refait des boucles, en fait, on se rend compte que tout est interrelié. Et on sent que la philosophie, parce que justement elle n'a pas une finalité commerciale, elle n'a pas une finalité tout court, que c'est quelque chose qui permet de formarum, de donner une forme et de s'élever vers la forme, de structurer une pensée avec du temps, avec de la répétition, de l'apprentissage. Elle ne peut être, elle peut pas s'inscrire dans un registre économique de ce point de vue-là. Et c'est bien parce qu'elle n'est pas rentable qu'elle devrait être fondamentale pour les politiques. Mais enfin, on en est loin. Oui, en effet, parce qu'en plus, quand il y a la pression financière, on sait aussi tous les enjeux d'éthique, puis de lobbyisme qu'il peut y avoir en arrière de ça. Si on voulait mettre en place cette pratique de la philosophie, là, tous les jours, là, par quoi on commence? C'est pas compliqué, hein. Déjà, la philosophie, vous l'avez dit, c'est une pratique, donc elle suppose une répétition. Moi, je conseille pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais fait de philo, etc., de prendre des pensées pour moi-même de Marc Aurèle, par exemple, de les laisser sur sa table de nuit, et le matin, au réveil, après avoir regardé les mails, les messages WhatsApp de la nuit, consulté de réseaux sociaux, on prend le livre, on l'ouvre au hasard, et on lit quelques aphorismes, quelques pensées de Marc Aurèle, et on laisse infuser toute la journée.
Et on fait ça tous les matins, on pratique ça tous les matins. C'est beaucoup mieux que les pseudo-citations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui sont pour les 2/3, voire plus, complètement fausses et réécrites. Et puis, petit à petit, lire les textes eux-mêmes. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de philosophie, les dialogues de Platon sont très digestes. Tout le stoïcisme, voilà, c'est 2 volumes à peu près, 6 siècles de pensée, qui sont bien... Ce sont les auteurs, les stoïciens, ce sont les auteurs du Thérapéienne. J'ai écrit un livre sur le stoïcisme. Thérapéienne, du soin, voilà, de la cure, du soin psychique de l'esprit. Donc il y a vraiment une pratique très intéressante. Lire Descartes, les pensées les méditations métaphysiques, le traité des passions de l'âme. Et puis quand vous avez fini avec tout ça, vous pouvez ouvrir, vous remplacez les pensées pour moi-même de Marc Aurèle par les pensées de Pascal, et vous continuez la même chose pour entrer dans un champ plus abstrait, plus métaphysique, et ainsi de suite. Toutes les littérateurs, Sartre, Gide, le théâtre, Camus, ce sont des très belles formations aussi, pensée philosophique. Et encore une fois, ce sont des textes qui sont très digestes, très faciles à lire et qui ne demandent pas un prérequis, une formation particulière. Donc ça commence par là. Ensuite, il faudrait que la parole philosophique ne soit pas cherchée à être trop réduite ou trop vulgarisée. Quand je dis trop réduite ou trop vulgarisée, c'est-à-dire qu'elle soit rendue, qu'elle se transforme en développement personnel, parce que ça c'est antithétique. Le but est aussi d'accepter de faire un effort pour pouvoir avoir une satisfaction à la clé. Parce que si vous ne faites pas d'effort, vous ne pouvez pas avoir de satisfaction. Et il y a un temps long en philosophie. Voilà, il ne faut pas chercher une rentabilité. Il faut juste avoir le plaisir de rentrer dans une idée, dans une pensée, petit à petit de s'élever à une forme d'abstraction. Et si vous restez 3 jours sur une page ou sur une phrase, c'est très bien. Ça, c'est très important. C'est vraiment ça, philosopher. C'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait forcément une interprétation qui se livre tout de suite, parce que c'est contradictoire avec l'effort que ça suppose. Parce qu'aujourd'hui, on est dans de l'instantanéité, même dans qu'est-ce qu'on consomme. Du prêt-à-penser. Et ça favorise le lit, non seulement des dogmatismes, mais aussi d'un point de vue politique, des extrémismes et du populisme. Donc vraiment prendre le temps, essayer de prendre le temps de aussi se reconnecter à ses propres pensées, parce qu'en faisant ce travail que vous invitez les gens à faire... C'est un chemin sur soi, de facto. C'est ce que disaient les stoïciens, d'ailleurs. Les exercices spirituels, c'est vraiment ça. Et on est dans une éthique, à proprement parler. Une éthique, c'est une sagesse pratique, une sagesse de l'action. Elle suppose la répétition. Et il y a une vraie joie. C'est ce que disait Aristote. Il y a une vraie joie à répéter l'action et à l'améliorer, dans le sens de parvenir à réaliser le geste parfaitement, pas dans une forme de culture ou d'injonction du toujours plus, de la réussite, non. Simplement le faire le mieux possible, tel qu'il est fait dans l'ordre des choses. C'est ça qu'il appelle l'excellence. Et je trouve ça très très beau. Et c'est une vertu. Et de la même manière, c'est une éthique, c'est une pratique. Et il y a toujours dans mon travail 3 volets, parce que ce sont les 3 volets de ma formation. Il y a à la base un questionnement, une réflexion, un regard philosophique qui interroge le monde et son fonctionnement. Ensuite, il y a une réponse concrète, pratique, par le champ de la psychopathologie. Penser avec un E pour commencer, penser avec un A, c'est-à-dire soigner, guérir. En deuxième temps, ça c'est la psychanalyse. Et le 3e registre est un registre politique qui est toujours... cette réflexion s'inscrit dans une dimension sociale, et ça c'est le registre éthique. Philosophie, psychanalyse et éthique, ce sont mes trois cordeaux. D'où d'ailleurs les livres que j'ai faits, Freud à la plage, qui est mon père en psychanalyse, Sartre à la plage, qui est mon père en philosophie, et Aristote, qui est mon père en éthique. Voilà. Et ça, ce sont vraiment toujours mes 3 volets. Quand je publie quelque chose ou j'ai une pensée sur quelque chose, parfois ça peut venir sur plusieurs livres, c'est toujours dans ces 3 registres que je l'inscris. Par exemple, celui-là, c'est le dernier volume que j'annonçais déjà en 2020, d'une trilogie qui s'appelle Métamorphose des subjectivités, le sujet de la conscience, le sujet de l'inconscient, le sujet du virtuel, et à la fin du sujet du virtuel, le dernier chapitre s'intitulait Une éthique du sujet numérique, que j'ai écrit et que j'ai publié là maintenant. Mais vous voyez, ça s'inscrit toujours dans ces 3 volets, philosophique, psychanalytique et éthique. Et on refait une boucle avec ma question d'introduction sur cette multidisciplinaire, ce disciplinaire qui est vraiment super important aujourd'hui. Je voudrais revenir sur deux choses en fait par rapport à ce que vous avez partagé. On a évoqué le mot spiritualité, on n'en a pas parlé. Et quand je parle de spiritualité, je pense au sens littéral, c'est-à-dire la vie de l'esprit.
c'est-à-dire nourrir la pensée. Et c'est pas en termes de croyances que je me situe. Pas en termes de croyances religieuses, mais plus en termes de pratiques spirituelles, de questionnement, d'interrogation. Ça peut être l'introspection, ça peut être la méditation, la lecture, ainsi de suite. Voilà, il y a une quantité. Alors, les exercices spirituels chez les stoïciens, il y a une quantité de pratiques. Et la contemplation, c'est très beau d'ailleurs. Et ça, c'est un véritable contre-pied aux affres du développement personnel. On est loin de la méditation pleine conscience que j'exècre. Mais effectivement, là, on est sur une question, sur une philosophie, une éthique qui est très, très fondatrice. Et c'est dans ce sens-là où, absolument, on a vraiment besoin de nourrir la vie spirituelle. Mais pour moi, la philosophie est une réponse à cela. Bien loin, vous voyez, du registre des religions. D'aller chercher ses propres réponses, en fin de compte. Dans un savoir scientifique du mouvement de l'esprit et de la pensée. Si vous deviez partager encore un petit bout d'informations sur votre nouveau livre à paraître, quel message vous voudriez passer aux personnes qui nous écoutent en ce moment? Déjà, merci beaucoup. Ce livre s'inscrit vraiment dans un combat qui nous invite à réfléchir sur le legs qu'on veut laisser à nos enfants. Les générations futures, c'est une expression que j'ai reprise à Hans Jonas, qui, en 79 de mémoire, dans le principe responsabilité, après la bombe à H, pose la question de savoir finalement, c'est la première fois que l'humanité peut s'autodétruire. Et on doit, de manière inédite, se poser la question de l'éthique, puisqu'aujourd'hui, tous les référents qu'on a connus, finalement, ne peuvent pas répondre à cette situation inédite. Et j'ai fait le parallèle avec la révolution technologique, puisqu'on est dans les mêmes situations. Et finalement, Antionas dit aujourd'hui, on a le pouvoir de nous autodétruire, de détruire l'humanité. Mais finalement, si on fait ça, on ne donne pas aux générations futures la possibilité d'exister. On leur enlève le droit à la vie. Et moi, je voudrais rajouter, par rapport à ce que pose Antionas, non seulement aujourd'hui, on a un devoir de savoir si on veut que les générations existent, mais comment voulons-nous qu'elles existent? Et qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ce livre est une défense des subjectivités numériques, de nos principes d'humanité, s'attaque à travers 7 grands principes à ce que pourrait être une éthique du sujet numérique, une éthique anticipatrice. Et surtout pour réfléchir à nos enjeux existentiels posés par l'IA, le numérique, l'ère des robots humanoïdes. Et finalement, j'aime à rappeler que sans une éthique du sujet, nous ne devenons que des données. L'urgence n'est pas seulement de réguler la technique, mais de protéger l'humanité en l'homme. Et pour nos enfants, nous devons inventer une éthique anticipatrice, capable de penser l'imprévisible, une sorte d'éthique prospectrice. Et là, c'est vraiment totalement inédit. On n'a jamais fonctionné de cette manière-là. Et je crois que les générations futures ont le droit d'avoir le choix, en fait, de ce qu'elles voudraient être. Et on doit leur donner la possibilité de ce choix. Pour terminer, comme je le disais rapidement, j'ai osé proposer une déclaration universelle des droits et des devoirs du citoyen numérique, dont je peux lire quelques... Oui, allez-y. Donc ça, c'est totalement inédit. Merci beaucoup d'ailleurs de partager. Donc un préambule, il y a 3 chapitres, les droits du citoyen numérique, les devoirs du citoyen numérique, et le chapitre 3, les principes universels pour une éthique du numérique. Nous, citoyens de l'ère numérique, conscients de l'impact croissant des technologies de l'information et de la communication sur nos vies, affirmons notre volonté de bâtir un espace numérique fondé sur les principes de dignité, de liberté, d'équité et de responsabilité. Cette déclaration reconnaît les droits inaliénables des citoyens numériques, tout en établissant leurs devoirs essentiels afin de promouvoir un usage éthique et respectueux des technologies et des espaces virtuels. Je vais lire quelques articles très brièvement. Chapitre 1. Les droits du citoyen numérique. Article 1. Tout citoyen numérique a droit à l'accès universel et équitable aux technologies numériques, à Internet et aux ressources en ligne, indépendamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa situation économique ou de toute autre distinction. Article 2. Tout citoyen numérique a le droit à la liberté d'expression dans les espaces numériques sous réserve qu'elle ne porte atteinte ni à la dignité humaine ni à l'intégrité d'autrui. Article 3. Tout citoyen numérique a droit à la vie privée et à la protection de ses données personnelles. Il a le droit de savoir comment ces informations sont collectées, utilisées, stockées et partagées, ainsi que de les contrôler.
Article 7. Tout citoyen numérique a droit à un environnement en ligne qui favorise le bien-être mental et social, exempt de harcèlement, de désinformation et de contenus nuisibles. Chapitre 2. Les devoirs du citoyen numérique. Article 8. Tout citoyen numérique a le devoir de respecter la dignité, la liberté et la vie privée d'autrui dans ses interactions en ligne. Article 9. Tout citoyen numérique a le devoir de vérifier l'exactitude des informations qu'il partage et de contribuer activement à combattre la désinformation et les discours haineux. Article 10. Tout citoyen numérique a le devoir de protéger ses propres données personnelles et de faire preuve de vigilance face aux risques liés à la cybersécurité. Article 14. Tout citoyen numérique a le devoir de respecter les lois et règlements en vigueur dans les espaces numériques, tout en participant activement à leur évolution pour qu'elles restent justes et adaptées. Chapitre 3. Les principes universels pour une éthique du numérique. Article 15. Les technologies numériques doivent être conçues et utilisées dans le respect des droits fondamentaux, liberté, respect, dignité, identité, intégrité et de l'environnement. Toute innovation numérique doit s'inscrire dans une démarche éthique et durable. Article 16. Les États, les institutions et les entreprises numériques ont la responsabilité de garantir un Internet libre, neutre et sécurisé, accessible à tous les citoyens du monde. Article 17. Les communautés numériques doivent favoriser la solidarité, le dialogue interculturel et l'innovation au service de l'humanité, en veillant à ne pas laisser les populations les plus vulnérables à l'écart. Article 18, c'est le dernier. Tout citoyen, toute organisation, toute communauté numérique a le devoir de préserver une vie authentiquement humaine sur Terre. Ce devoir de transmission en vue des générations futures est inaliénable. Conclusion. Cette déclaration universelle des droits et des devoirs du citoyen numérique se veut un appel à la conscience collective. Elle invite chaque individu, organisation et gouvernement à œuvrer pour un monde numérique plus juste, respectueux et inclusif. Nous affirmons que l'espace numérique est une extension de notre humanité et qu'il doit être façonné avec les mêmes valeurs de respect, de justice et de solidarité que celles qui régissent nos sociétés. Je n'ai rien à ajouter, c'était tellement une belle conclusion, j'en ai des frissons. Un immense merci d'avoir été avec moi pour discuter de cet enjeu qu'on n'a pas fini de parler. Oui. Et merci aussi pour les actions que vous mettez en place. Peut-être pour terminer, j'ai créé un institut dont je parle, un institut de recherche en éthique du sujet numérique, qui a pour vocation de financer des recherches en éthique du sujet du numérique. L'éthique du numérique n'est pas une discipline qui aujourd'hui est reconnue dans le champ universitaire, ce que j'aimerais faire. Et l'idée de cet institut est de faire vivre la pensée dans un registre multiculturel, parce qu'aujourd'hui les éthiques en Chine, aux États-Unis, en Europe ne sont pas les mêmes. Non. Et de pouvoir financer des thèses de doctorat dans ce registre-là, de pouvoir continuer à peaufiner cette déclaration universelle, et aussi de créer, de former à la création de comités d'éthique. Donc on est toute une équipe de recherche et de chercheurs qui réfléchissent à des problématiques du sujet du numérique. On a créé un label, le label IREN, Institut de recherche en éthique du sujet numérique, qui est décerné pour les innovations. C'est un label éthique qui permet aux innovations, pendant 2 ans, d'obtenir ce crédit et cette valorisation éthique. D'accord, donc c'est pour les outils numériques. Oui, absolument. Okay. C'est-à-dire tout ce qui touche à la relation au sujet humain, au risque existentiel, dans le champ de ces innovations. Ces innovations sont soumises, donc présentent leur projet à l'Institut de recherche, à l'IREN, qui émet une évaluation. Et donc soit on accorde le label IREN, soit on ne l'accorde pas et on propose des recommandations pour améliorer, ce qui fait que ce label quand même accrédite la valeur, la dimension morale et humaine de l'innovation. Voilà, et ça, on a mis en place ce fonctionnement pour pouvoir faire fonctionner financièrement l'Institut de recherche, pour pouvoir financer ce travail de recherche et ce travail de thèse, de doctorants et de post-doctorants. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde? Absolument, vous pouvez aller sur le site. Qu'importe. Voilà, et puis vous pouvez nous contacter avec grand plaisir pour toutes les entreprises qui seraient intéressées pour recevoir ce label. Fantastique, c'est certain qu'on va mettre toutes les informations de toute façon dans la description de cet épisode, ainsi que votre nouveau livre donc, qui va sortir le 10 septembre. 10 septembre, donc il sera déjà disponible quand on va partager cet épisode. Avec joie, merci infiniment. Merci.